8h17 du matin, le 15 mars 1943. Jiro Horikoshi, ingénieur chez Mitsubishi, était assis dans son bureau à Tokyo, examinant des plans qui allaient faire trembler ses mains. Les documents classifiés étalés sur son bureau en acajou n'étaient pas ses propres créations. Ils appartenaient au tout dernier avion de chasse américain, le P-38 Lightning. En quelques heures, après avoir étudié ses plans volés, Horikoshi soumettrait sa lettre de démission à la marine impériale japonaise. L'homme qui avait conçu le légendaire chasseur Zero, l'appareil qui avait dominé le ciel du Pacifique pendant 2 ans, était sur le point de quitter son emploi à cause de ce que l'Amérique avait construit en secret. Les documents étaient arrivés à l'aube, introduits clandestinement depuis un P-38 qui s'était écrasé dans les îles Salomon. Les officiers du renseignement japonais avaient travaillé pendant 6 mois pour reconstituer ces plans à partir d'épaves éparpillées sur le sol de la jungle. Ce qu'ils ont découvert allait ébranler la confiance de l'esprit aéronautique le plus brillant du Japon. Horikoshi, l'ingénieur qui croyait que l'innovation japonaise pouvait égaler n'importe quelle conception occidentale, contemplait une technologie qui semblait avoir des décennies d'avance sur tout ce que son équipe pouvait produire. Avant ce moment, Horikoshi avait bâti sa réputation sur le Mitsubishi A6M0, un chasseur qui avait terrorisé les forces alliées de Pearl Harbor à la mer de Corail. Le Zero pouvait surpasser en manœuvrabilité n'importe quel chasseur allié en 1941. Sa portée était sans précédent, son agilité inégalée. Les pilotes japonais parlèrent de leur Zero avec une révérence presque religieuse. Les pilotes américains les craignaient, et à juste titre. Lorsqu'un Zero apparaissait dans votre rétroviseur, la survie signifiait fuir, pas combattre. L'avion avait donné au Japon la supériorité aérienne dans tout le théâtre du Pacifique, des Philippines à la Nouvelle-Guinée. Horikoshi se souvenait de la fierté qu'il avait ressentie lorsque l'empereur Hirohito avait personnellement félicité son équipe de conception. Le Zero représentait le summum de l'ingénierie japonaise, combinant l'artisanat traditionnel avec une aérodynamique de pointe. Chaque rivet était placé avec précision. Chaque courbe servait l'efficacité aérodynamique. L'avion ne pesait que 1876 kilos à vide, plus léger que la plupart des chasseurs américains de près de 900 kilos. Cet avantage de poids lui conférait une maniabilité incroyable et une portée qui choquait les observateurs occidentaux. Mais les ingénieurs américains de Burbank, en Californie, avaient travaillé en secret. La division Skunk Works de Lockheed, dirigée par Kelly Johnson, développait quelque chose qui allait redéfinir le combat aérien à jamais. Le P-38 Lightning n'était pas simplement un autre avion de chasse. C'était un bond technologique qui combinait 2 moteurs, des turbocompresseurs avancés et des innovations que les ingénieurs japonais n'avaient même pas imaginées. Lorsque les rapports du renseignement ont décrit pour la première fois les capacités du Lightning, Horikoshi les avait rejetées comme de la simple propagande alliée. Le succès du Zero avait engendré une confiance dangereuse dans les cercles de l'aviation japonaise. Les commandants de la marine croyaient que leur supériorité technologique était permanente. Le général Yamamoto lui-même avait déclaré que les chasseurs américains étaient grossiers et lourds, construits par des ingénieurs qui privilégient la production à la précision. Cette arrogance allait s'avérer catastrophique. Tandis que le Japon célébrait les victoires du Zero, les usines américaines bouleversaient la conception aéronautique à un rythme qui défiait l'entendement. Maintenant, Horikoshi contemplait des plans qui révélaient la véritable ampleur des capacités d'ingénierie américaines. Le P-38 Lightning était équipé de 2 moteurs Allison V1710, chacun produisant 1475 chevaux. Combinés, ces centrales généraient de près de 3000 chevaux, plus du double du moteur unique Nakajima Sakae du Zero. Mais la puissance brute n'était que le commencement.
La conception à double queue du Lightning permettait une nacelle centrale abritant le pilote et l'armement, créant une efficacité aérodynamique qui semblait impossible. La vitesse maximale de l'appareil atteignait 666 km/h à 720 mètres d'altitude, près de 160 km/h de plus que la vitesse maximale du Zéro. Plus dévastateur encore était son plafond opérationnel de 1411 mètres, donnant aux pilotes de Lightning la possibilité de choisir quand et où engager le combat. Les Zéros japonais opéraient efficacement jusqu'à 1158 mètres. Au-dessus de cette altitude, leur performance se dégradait rapidement, tandis que les Lightning conservaient leur pleine efficacité au combat. Les pilotes américains pouvaient littéralement combattre depuis une autre dimension d'altitude. Les statistiques de portée retournaient l'estomac d'Horikoshi. La portée exceptionnelle du Zéro, 304 km, avait été son plus grand avantage tactique. Les planificateurs japonais avaient conçu la stratégie du Pacifique autour de cette capacité, mais le P-38 Lightning, avec des réservoirs largables externes, pouvait voler sur un rayon de combat de 2092 km, lui permettant d'escorter des formations de bombardiers plus profondément en territoire japonais que les planificateurs militaires ne l'avaient cru possible. Les bombardiers américains ne se battaient plus seuls. Horikoshi étudia la configuration de l'armement du Lightning avec une crainte croissante. 4 mitrailleuses de calibre .50 et un canon de 20 mm, tous montés dans le cône du nez. Cette disposition éliminait les problèmes de convergence qui affectaient les canons montés sur les ailes. Chaque balle tirée suivait la même trajectoire. Les chasseurs japonais comptaient sur des armes montées sur les ailes qui nécessitaient une estimation précise de la distance pour une convergence efficace. Les pilotes de Lightning pouvaient tirer avec précision à n'importe quelle distance dans la portée effective de leur canon. Mais alors, Horikoshi découvrit quelque chose qui glaça son sang. Les hélices contrarotatives du P-38 éliminaient les effets de couple qui faisaient que les chasseurs monomoteurs tiraient vers la gauche ou la droite lors des manœuvres à forte puissance. Ce détail apparemment mineur fournissait aux pilotes de Lightning un contrôle de précision que les ingénieurs japonais n'avaient même pas reconnu comme un problème. Les concepteurs américains résolvaient des défis d'ingénierie que les meilleurs esprits du Japon n'avaient pas identifiés. La configuration à 2 moteurs offrait un autre avantage dévastateur, la redondance. Les pilotes de Zéro savaient qu'une simple panne de moteur signifiait une mort certaine au-dessus de l'eau. Les pilotes de Lightning pouvaient perdre un moteur et quand même retourner à leur base. Cet avantage psychologique était incommensurable. Les pilotes américains pouvaient engager le combat de manière agressive, sachant qu'ils disposaient de systèmes de secours. Les pilotes japonais, volant sur des avions monomoteurs, se battaient avec la conscience constante qu'un coup de chance pouvait tout arrêter. Horikoshi examina les moteurs turbocompressés du Lightning avec incrédulité. Ces systèmes maintenaient une pleine puissance à des altitudes où les moteurs du Zéro manquaient d'oxygène. Les pilotes américains pouvaient plonger de 944 mètres à pleine puissance, tandis que les pilotes de Zéro regardaient leurs moteurs perdre de leur efficacité. Les rapports de combat de Guadalcanal décrivaient des attaques de Lightning qui semblaient venir de nulle part, plongeant depuis des altitudes où les guetteurs japonais ne pouvaient pas les voir arriver. Les chiffres de production racontaient une histoire encore plus terrifiante. Lockheed construisait des P-38 Lightning au rythme de 500 appareils par mois au début de 1943. L'ensemble de l'industrie aéronautique japonaise produisait moins de 800 chasseurs par mois, tous fabricants et modèles confondus. L'Amérique construisait plus de ce seul type de chasseur avancé que le Japon ne pouvait produire de tous ses avions combinés. Les mathématiques industrielles étaient impossibles à ignorer. Les données du contrôle qualité révélèrent une autre réalité accablante.
Les usines américaines maintenaient des tolérances que les artisans japonais n'atteignaient qu'en ajustant manuellement chaque composant individuellement. Les Lightning sortaient des chaînes de montage avec une précision qui nécessitait des semaines d'ajustement manuel sur les lignes de production des Zero. Les méthodes industrielles américaines produisaient une qualité supérieure à des vitesses impossibles. Les techniques de chaîne de montage d'Henry Ford avaient été appliquées à la production d'avions de chasse avancés. Jiro Horikoshi lut les rapports de combat décrivant les tactiques des Lightning avec un désespoir grandissant. Les pilotes américains utilisaient des avantages d'altitude et de vitesse pour dicter chaque engagement. Ils plongeaient d'en haut, effectuaient des passages à grande vitesse et remontaient avant que les pilotes de Zero ne puissent réagir. Les techniques de combat aérien classiques qui avaient rendu les pilotes de Zero légendaires devenaient obsolètes. Les chasseurs américains n'avaient pas besoin de virer et de brûler du carburant quand ils pouvaient frapper et fuir à volonté. Les estimations des renseignements suggéraient que l'Amérique formait des pilotes de Lightning à un rythme 6 fois supérieur à celui auquel le Japon pouvait produire des pilotes de Zero. Les écoles de pilotage américaines diplômaient des aviateurs prêts au combat toutes les 2 semaines. Les programmes de formation japonais nécessitaient 6 mois pour former des pilotes ayant des niveaux de compétences équivalents. Les implications mathématiques étaient stupéfiantes. Même si les Zero pouvaient égaler les performances des Lightning, le Japon manquait de ressources humaines pour soutenir un combat aérien prolongé. Les données sur la consommation de carburant révélèrent des implications stratégiques qui terrifièrent les planificateurs militaires. Le rendement énergétique du P-38, malgré ses 2 moteurs, permettait des temps de patrouille plus longs que les chasseurs japonais monomoteurs. Les pilotes américains pouvaient rester en position pendant des périodes prolongées, tandis que les chasseurs japonais étaient confrontés à des préoccupations constantes de gestion du carburant. Les formations de Lightning pouvaient patrouiller des territoires que les Zero pouvaient à peine atteindre. Les spécifications de l'équipement radio du Lightning montraient des avancées technologiques qui frôlaient la science-fiction. Les pilotes américains communiquaient avec le contrôle au sol, à des portées dépassant les 320 km. Les radios des avions japonais fonctionnaient efficacement à des distances inférieures à 80 km. La coordination entre les escadrons de Lightning ressemblait à des performances d'orchestre, tandis que les formations japonaises se battaient comme des unités isolées. Les chasseurs américains étaient mis en réseau avant même que ce terme existe. Jiro Horikoshi examina le système d'oxygène du Lightning avec une admiration réticente. Les pilotes pouvaient opérer à une efficacité maximale au-dessus de 10 500 mètres pendant des heures. Les pilotes de Zero commençaient à ressentir des symptômes d'hypoxie au-dessus de 9000 mètres malgré leur équipement d'oxygène. Cet avantage physiologique signifiait que les pilotes de Lightning pensaient littéralement plus clairement pendant les combats à haute altitude. La technologie américaine améliorait les performances humaines, tandis que les pilotes japonais se battaient contre les limitations de leur équipement. L'équipement de navigation à bord des Lightning représentait un autre abîme technologique. Les pilotes américains disposaient de radiocompas, de radiobalises et d'équipements d'interrogation radar qui fournissaient une précision de position à quelques kilomètres près. Les pilotes japonais naviguaient à l'aide de compas magnétiques et de techniques de navigation à l'estime qui accumulaient des erreurs sur de longues distances. Les pilotes de Lightning savaient exactement où ils étaient, tandis que les pilotes de Zero opéraient sur des suppositions éclairées. Mais alors, Jiro Horikoshi découvrit quelque chose qui brisa complètement sa confiance restante. Des rapports de renseignement indiquaient que le P-38 Lightning n'était pas le plus récent modèle de chasseur américain. Il était déjà remplacé par des avions encore plus avancés sur les chaînes de production américaines. Le P-47 Thunderbolt et le P-51 Mustang représentaient des étapes évolutives
au-delà des capacités du Lightning. L'Amérique développait des chasseurs de nouvelle génération, tandis que le Japon avait du mal à comprendre la technologie de la génération actuelle. Les rapports sur la capacité industrielle dressaient un tableau de désavantages désespérés. Les usines aéronautiques américaines fonctionnaient en 3 équipes par jour, 7 jours par semaine. Les chaînes de production ne s'arrêtaient jamais. Les installations japonaises fonctionnaient en une seule équipe avec de fréquents retards de maintenance. Les ouvriers américains vivaient dans des usines chauffées avec des commodités modernes, tandis que les ouvriers japonais étaient confrontés à des pénuries de matériaux et à des restrictions d'énergie. La base industrielle soutenant la production de Lightning était plus importante que l'ensemble de l'économie manufacturière du Japon. Les données sur la science des matériaux révélèrent des lacunes technologiques qui semblaient insurmontables. Les alliages d'aluminium américains offraient des rapports résistance-poids que la métallurgie japonaise ne pouvait pas égaler. Les cellules des Lightning utilisaient des formulations d'aluminium que les ingénieurs japonais ne pouvaient pas reproduire avec les ressources disponibles. Les chasseurs américains étaient construits à partir de matériaux supérieurs, en utilisant des techniques de fabrication avancées qui nécessitaient une infrastructure industrielle que le Japon ne pouvait pas développer assez rapidement. Jiro Horikoshi étudia les exigences de maintenance du Lightning avec une admiration croissante pour la philosophie d'ingénierie américaine. Les systèmes complexes étaient conçus pour la maintenance sur le terrain par des techniciens ayant une formation de base. Les avions japonais nécessitaient des mécaniciens spécialisés pour les procédures de maintenance routinières. Les chasseurs américains pouvaient être entretenus sur des aérodromes avancés. Tandis que les avions japonais avaient besoin d'installations de niveau dépôt pour une maintenance comparable. La disponibilité opérationnelle favorisait les avions américains par des marges énormes. Les spécifications de performance météorologique montraient un autre avantage américain écrasant. Les Lightning fonctionnaient efficacement dans des conditions météorologiques qui clouaient au sol les chasseurs japonais. Les systèmes de dégivrage avancés, le radar météorologique et les capacités de vol aux instruments permettaient aux pilotes américains de se battre dans les tempêtes du Pacifique qui offraient une protection naturelle aux avions japonais. La météo n'était plus un allié tactique pour les forces japonaises. Les données sur les avions d'entraînement révélèrent des implications stratégiques à long terme qui rendaient la victoire impossible. L'Amérique formait des pilotes de Lightning dans des avions qui correspondaient étroitement aux caractéristiques de performance au combat. La formation des pilotes japonais reposait sur des avions obsolètes qui préparaient mal les aviateurs aux performances du zéro. Les pilotes américains passaient en douceur de l'entraînement au combat, tandis que les pilotes japonais étaient confrontés à des courbes d'apprentissage abruptes qui coûtaient des vies et des avions. Les exigences en matière de soutien logistique dressèrent le tableau final de la supériorité américaine. Les escadrons de Lightning fonctionnaient avec des chaînes d'approvisionnement qui livraient des pièces, du carburant et des munitions de manière fiable sur les distances du Pacifique. Les unités d'aviation japonaises étaient confrontées à des pénuries constantes de tout, des bougies d'allumage au carburant d'aviation. Les chasseurs américains effectuaient des missions régulières, tandis que les avions japonais restaient cloués au sol en attendant les fournitures de maintenance de base. À 15h47, ce même jour, Jiro Horikoshi entra dans le bureau de l'amiral Yamamoto en portant sa lettre de démission. L'amiral qui avait planifié Pearl Harbor trouva son concepteur en chef d'avion pâle et tremblant. Jiro Horikoshi plaça les plans du Lightning sur le bureau de Yamamoto et prononça des mots qui entraient les dirigeants militaires japonais. « Mon amiral,
Nous ne combattons pas une force aérienne ennemie, nous combattons une armada aérienne ennemie équipée de machines volantes venues du futur. Nos avions sont de magnifiques œuvres d'art. Ce sont des armes industrielles conçues pour gagner des guerres. Yamamoto étudia les plans en silence pendant 20 minutes. Quand il leva enfin les yeux, on y voyait le même désespoir qui avait poussé Horikoshi à la démission. L'amiral qui avait mis en garde les dirigeants japonais contre le risque de réveiller un géant endormi constatait pour la première fois la véritable capacité industrielle de ce géant. L'Amérique ne s'était pas contentée de se réveiller. Elle s'était transformée en un colosse technologique qui rendait la planification militaire japonaise obsolète. 3 semaines plus tard, l'assistant d'Horikoshi découvrit ses notes privées cachées dans le coffre-fort de son bureau. La dernière entrée, datée du 15 mars 1943, disait « Aujourd'hui, j'ai vu notre défaite écrite en aluminium et en acier. Les Américains ont construit la foudre qui frappe du ciel même. Notre zéro est une épée de samouraï qui combat des mitrailleuses. Magnifique, mortelle, mais obsolète. Que Dieu nous pardonne ce que nous avons fait subir à notre peuple. » La démission de Jiro Horikoshi envoya des ondes de choc dans les cercles de l'aviation japonaise, qui se répercutèrent pendant des mois. Les responsables de la marine tentèrent de dissimuler la nouvelle de son départ, mais la rumeur se répandit parmi les ingénieurs et les pilotes. Si l'homme qui avait conçu le zéro avait perdu foi dans la technologie aéronautique japonaise, quel espoir restait-il d'une victoire finale? Le moral des équipes de conception chuta, tandis que d'autres ingénieurs demandaient leur mutation vers des affectations non liées à l'aviation. Les statistiques de production des mois qui suivirent la démission d'Horikoshi révélèrent l'impact psychologique des révélations sur le Lightning. Les taux de production du zéro diminuèrent de 23%, alors que les ingénieurs du contrôle qualité s'obsédaient sur des détails qui ne pouvaient combler le fossé technologique. Les usines japonaises commencèrent à surconcevoir des composants dans des tentatives désespérées d'égaler les normes de performance américaines. Ces efforts réduisirent en fait la qualité des avions, tout en consommant des ressources dont on avait désespérément besoin ailleurs. Les rapports de combat des théâtres du Pacifique confirmèrent les pires craintes d'Horikoshi. Des escadrons de Lightning apparaissaient dans des zones auparavant considérées comme un espace aérien japonais sûr. L'autonomie et la vitesse de l'appareil permettaient des missions de pénétration profonde qui perturbaient la logistique et les communications japonaises. Les pilotes de zéro signalèrent des rencontres où des formations de Lightning attaquaient depuis des altitudes et des directions qui semblaient impossibles. Les pilotes américains jouaient aux échecs en 3 dimensions, tandis que les aviateurs japonais jouaient aux dames. Les rapports des services de renseignement provenant de terrains d'aviation américains capturés révélaient des capacités de production qui défiaient l'entendement. Des photographies montraient des avions Lightning alignés dans des formations qui s'étendaient au-delà de la portée des caméras. Les installations de maintenance fonctionnaient 24 heures sur 24 avec une efficacité que les ingénieurs japonais ne pouvaient atteindre pendant les heures de clarté. La logistique aéronautique américaine ressemblait à des opérations industrielles modernes, tandis que les installations japonaises fonctionnaient comme des ateliers traditionnels. Les rapports de formation des pilotes dressaient un tableau tout aussi dévastateur. Les aviateurs américains capturés décrivirent des programmes de formation au pilotage qui produisaient des pilotes de Lightning en la moitié du temps requis pour la certification du zéro. Les méthodes de formation américaines utilisaient des simulateurs avancés, des avions spécialisés et des procédures standardisées qui maximisaient l'efficacité de l'apprentissage. La formation des pilotes japonais reposait sur des méthodes d'apprentissage traditionnelles qui ne pouvaient pas s'adapter aux exigences du temps de guerre. La valeur de guerre psychologique des avions Lightning devint apparente lorsque les pilotes japonais commencèrent à signaler des observations d'avions mystérieux.
La silhouette distinctive à double flèche du Lightning créa des problèmes d'identification qui contribuèrent au stress et à la confusion des pilotes. Les équipages aériens japonais commencèrent à voir des avions Lightning là où il n'y en avait pas, ce qui dégrada l'efficacité au combat par le biais du syndrome de l'avion fantôme. La peur des rencontres avec le Lightning devint plus importante sur le plan tactique que la présence réelle du Lightning. Les missions de bombardement stratégique escortées par des chasseurs Lightning démontrèrent la capacité la plus dévastatrice de l'appareil. Les bombardiers américains atteignaient des cibles situées profondément en territoire japonais avec des escortes de Lightning qui surpassaient les intercepteurs japonais. L'incapacité du Zero à engager efficacement les escortes de Lightning signifiait que les formations de bombardiers opéraient en quasi-impunité. La planification de la défense aérienne japonaise devint un exercice d'acceptation des pertes inévitables. En juin 1943, 3 mois après la démission d'Horikoshi, la stratégie de l'aviation japonaise était passée de la recherche de la supériorité aérienne à la minimisation des pertes. Les pilotes de Zero reçurent de nouveaux ordres mettant l'accent sur la survie plutôt que sur la victoire. N'engager le combat qu'en cas d'absolue nécessité. Éviter les formations de Lightning si possible. Préserver les avions et les pilotes pour les opérations défensives. Ces ordres représentaient la mort de la capacité offensive de l'aviation japonaise. Les efforts d'espionnage industriel révélèrent des plans de production américains qui rendaient la résistance apparemment futile. Les rapports des services de renseignement indiquaient que les taux de production du Lightning tripleraient d'ici la fin de 1943. Les nouvelles conceptions de chasseurs entrant en service en Amérique rendraient les avions Lightning obsolètes en comparaison. Le Japon combattait l'armée de l'air américaine d'hier, tandis que l'armée de l'air américaine de demain était déjà en production. Les calculs d'approvisionnement en carburant démontrèrent une autre dimension de l'avantage américain. Les escadrons de Lightning consommaient du carburant d'aviation à des taux qui dépassaient la capacité totale de production de carburant du Japon. Les pilotes américains pouvaient se permettre de s'entraîner intensivement, d'effectuer des patrouilles à longue portée et de s'engager dans des opérations de combat que les pilotes japonais considéraient comme du gaspillage. L'abondance de carburant se traduisait par une flexibilité tactique que les forces japonaises ne pouvaient égaler. La capture de composants d'avions Lightning, grâce aux opérations de récupération de combat, permit aux ingénieurs japonais de procéder à des examens détaillés des techniques de fabrication américaines. L'analyse des matériaux révéla des avancées métallurgiques que l'industrie japonaise ne pouvait reproduire sans modification fondamentale des méthodes de production. Les chasseurs américains étaient construits à l'aide de technologies industrielles que le Japon mettrait des années à développer, même avec des exemples capturés pour la rétro-ingénierie. Les rapports de combat des pilotes de Zero expérimentés décrivirent des effets psychologiques que les chefs militaires jugèrent alarmants. Les vétérans qui avaient dominé les cieux du Pacifique au cours de l'année 1941 et au début de l'année 1942 demandaient des affectations au sol plutôt que d'affronter les escadrons de Lightning. L'avion qui avait donné aux pilotes japonais le sentiment d'être invincibles créait des sentiments d'impuissance lorsqu'ils étaient confrontés à la supériorité technologique américaine. Les rapports médicaux des bases aériennes japonaises documentèrent des maladies liées au stress qui étaient en corrélation avec les taux de rencontre avec le Lightning. Les pilotes opérant dans des zones où l'activité du Lightning était fréquente présentaient des taux élevés d'anxiété, d'insomnie et de troubles psychosomatiques. Les médecins de l'air signalèrent que la peur du combat avec le Lightning créait des victimes médicales avant même que les pilotes n'entrent dans des situations de combat réelles. La technologie américaine battait les aviateurs japonais par l'intimidation autant que par l'action directe. Les interceptions de communication révélèrent des niveaux de confiance des pilotes américains qui frisaient l'arrogance.
les pilotes de Lightning discutaient des engagements au combat, avec une désinvolture qui laissait entendre que les avions japonais ne représentaient que des menaces minimes. Les conversations radio comprenaient des blagues sur les performances des héros et des commentaires dédaigneux sur les capacités des pilotes japonais. Les aviateurs américains traitaient les combats aériens comme une affaire courante, plutôt que comme des luttes à mort. Les rapports de maintenance des bases aériennes japonaises montraient une disponibilité déclinante des avions, alors que les équipes au sol luttaient pour maintenir les zéros vieillissants opérationnels. Les pénuries de pièces, la dégradation des matériaux et l'augmentation des dommages de combat réduisaient les taux de préparation des avions en dessous des niveaux soutenables. Les escadrons de Lightning opéraient avec des taux de disponibilité des avions supérieurs à 85%, tandis que les unités japonaises avaient du mal à maintenir une préparation de 60% avec leur flotte vieillissante. L'équipement de navigation et de communication capturé sur les avions Lightning révélait des capacités technologiques qui semblaient magiques aux ingénieurs japonais. L'équipement radio fonctionnait de manière fiable, à des portées qui dépassaient les capacités de l'équipement japonais d'un facteur de 3 ou 4. Les instruments de navigation fournissaient une précision de position que les pilotes japonais n'atteignaient que par un temps parfait et une navigation par point de repère. La technologie américaine fournissait aux pilotes une conscience quasi divine de leur environnement tactique. Les systèmes de rapport météorologiques soutenant les opérations de Lightning démontraient un autre avantage américain que les planificateurs japonais n'avaient pas anticipé. Les services météorologiques fournissaient aux pilotes américains des informations météorologiques qui permettaient une planification et une exécution précise des missions. Les pilotes japonais opéraient avec des informations météorologiques, souvent vieilles de plusieurs heures et géographiquement limitées. Les pilotes américains combattaient avec la météo de demain, tandis que les pilotes japonais réagissaient aux conditions d'hier. Les rapports de recherche et développement capturés lors des opérations de renseignement révélaient des programmes d'aviation américains qui rendaient la technologie actuelle du Lightning primitive. Les conceptions de chasseurs de nouvelle génération incorporaient la propulsion à réaction, les systèmes radars et la technologie des armes qui représentaient des sauts évolutionnaires au-delà des capacités actuelles. L'Amérique développait des remplaçants pour le Lightning, tandis que le Japon avait du mal à comprendre la technologie du Lightning. La démission d'Horikoshi avait éloigné l'ingénieur aéronautique le plus doué du Japon, précisément au moment où son expertise était le plus désespérément nécessaire. Les ingénieurs remplaçants manquaient de sa compréhension intuitive des principes aérodynamiques et de sa capacité à optimiser les conceptions pour des performances maximales. L'ingénierie aéronautique japonaise est entrée dans une période de déclin, exactement au moment où l'ingénierie aéronautique américaine atteignait des sommets sans précédent de capacité et d'innovation. Les rapports de production des usines, des mois suivant les révélations sur le Lightning, montraient une baisse des normes de qualité, alors que les fabricants japonais tentaient d'incorporer des fonctionnalités avancées, sans comprendre les principes d'ingénierie sous-jacents. Les avions sortaient des chaînes de production, avec des modifications qui réduisaient actuellement les performances, tout en augmentant le poids et la complexité. Les tentatives désespérées d'égaler la technologie américaine rendaient les avions japonais pires plutôt que meilleurs. Les programmes de formation pour les ingénieurs aéronautiques japonais révélaient des lacunes dans les connaissances, qui ne pouvaient pas être comblés assez rapidement pour avoir une importance stratégique. L'enseignement de l'ingénierie américain mettait l'accent sur l'application pratique et l'efficacité industrielle, tandis que les programmes japonais se concentraient sur les connaissances théoriques et l'artisanat individuel. Ces différences éducatives produisaient des ingénieurs
qui abordait la conception des avions, à partir de perspectives philosophiques fondamentalement différentes. Les estimations des services de renseignement sur la capacité de production aéronautique américaine jusqu'en 1944 dressaient un tableau d'une supériorité industrielle écrasante qui rendait la poursuite de la résistance suicidaire. Les taux de production projetés de Lightning placeraient des milliers de chasseurs avancés sur les théâtres du Pacifique, tandis que la production japonaise avait du mal à remplacer les pertes actuelles. L'analyse mathématique des capacités de production relatives suggérait que le Japon ferait face à 10 chasseurs américains pour chaque avion japonais d'ici le milieu de 1944. L'impact du Lightning sur la stratégie aéronautique japonaise s'étendait au-delà des considérations tactiques aux questions fondamentales sur la capacité du Japon à mener une guerre moderne contre les puissances industrielles. Les avions représentaient une capacité industrielle concentrée et les escadrons de Lightning démontraient une puissance industrielle américaine qui éclipsait la capacité de fabrication japonaise. La guerre était devenue une compétition industrielle et le Japon était en compétition avec l'artisanat contre la production de masse. À la fin de 1943, 8 mois après la démission d'Horikoshi, la stratégie aéronautique japonaise avait évolué vers des opérations purement défensives conçues pour retarder une défaite inévitable. Plutôt que pour remporter la victoire, les avions Lightning étaient devenus des symboles de la suprématie technologique américaine, qui démoralisait les pilotes et les équipes au sol japonais. L'impact psychologique de faire face à des avions technologiquement supérieurs détruisait l'efficacité de l'aviation japonaise plus complètement que les pertes directes au combat. Les rapports des services de renseignement, en provenance des territoires occupés par les Japonais, révélaient que les populations civiles perdaient confiance dans les capacités militaires japonaises, après avoir observé des avions Lightning opérant au-dessus de zones auparavant SRES. La vue de chasseurs américains menant des opérations au plus profond de l'espace aérien contrôlé par les Japonais sapait l'autorité de l'occupation et encourageait les activités de résistance. La technologie devenait une guerre politique. L'analyse de la chaîne d'approvisionnement a démontré que les escadrons de Lightning opéraient avec un soutien logistique qui dépassait la capacité d'approvisionnement totale de l'aviation japonaise. Les chasseurs américains recevaient un soutien de maintenance, des pièces de rechange, du carburant et des munitions à des taux que les unités japonaises ne pouvaient pas atteindre, même pendant les opérations en temps de PAX. La logistique en temps de guerre révélait des capacités industrielles, qui rendèrent les calculs de résistance japonais sans sens. Le renseignement des communications révélait une planification opérationnelle américaine qui traitait l'opposition aérienne japonaise comme des facteurs mineurs dans la planification des missions, plutôt que comme des considérations primaires. Les escadrons de Lightning planifiaient des opérations en supposant la supériorité aérienne, plutôt que de se battre pour elle. Cette confiance opérationnelle reflétait des capacités technologiques qui avaient fondamentalement modifié l'équilibre stratégique dans la guerre aérienne du Pacifique. La lettre de démission qu'Horikoshi a soumise le 15 mars 1943 se terminait par des mots qui se révéleraient prophétiques. Nous avons construit des avions pour honorer la tradition et démontrer notre savoir-faire. Ils ont construit des avions pour gagner des guerres. Notre défaite était inévitable. À partir du moment où nous avons choisi la beauté plutôt que l'efficacité sur le champ de bataille, les générations futures nous jugeront sévèrement pour avoir cru que la réussite artistique pouvait triompher de la capacité industrielle. Aujourd'hui, près de 80 ans plus tard, le P-38 Lightning reste l'un des modèles d'avions de chasse les plus innovants de l'histoire.
Sa configuration à double fuselage a influencé le développement des avions à réaction pendant des décennies. Les moteurs turbocompressés ont été les pionniers des opérations de chasse à haute altitude, qui sont devenus la norme pendant toute la guerre froide. Les systèmes de navigation et de communication avancés ont établi les fondations technologiques des capacités modernes de combat aérien. Les historiens de l'aviation moderne reconnaissent le rôle du Lightning dans l'établissement de la supériorité aérienne américaine, qui a permis des campagnes de bombardement stratégiques contre les îles d'origine japonaise. Sans les escortes de Lightning, les bombardiers américains n'auraient pas pu opérer efficacement sur les théâtres du Pacifique. La longue portée et les performances à haute altitude de l'appareil ont rendu possible une guerre aérienne stratégique à travers les distances du Pacifique, qui dépassait toutes les opérations militaires précédentes. Les collections des musées du monde entier conservent des avions Lightning comme des monuments à la capacité industrielle américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Les avions restaurés démontrent l'excellence de l'ingénierie, qui a démoralisé les aviateurs ennemis et convaincu des concepteurs brillants comme Horikoshi que la résistance était futile. Ces pièces de musée représentent des moments figés où la technologie américaine a choqué le monde et changé la guerre à jamais. Les anciens combattants qui ont piloté des avions Lightning décrivent l'impact psychologique de la technologie supérieure sur l'efficacité au combat. Les pilotes savaient que leur avion pouvait surpasser n'importe quel chasseur ennemi, créant une confiance qui s'est traduite par des tactiques agressives et des résultats de combat supérieurs. La technologie offrait des avantages concurrentiels, qui rendaient les compétences individuelles des pilotes moins importantes que les capacités de l'appareil. L'héritage du Lightning s'étend au-delà de l'aviation militaire, au développement de l'aérospatiale commerciale. Les principes d'ingénierie dont le Lightning a été le pionnier ont influencé le développement des avions de passagers tout au long des années 1950 et 1960. Les configurations à 2 moteurs, les cabines pressurisées et les systèmes de navigation avancés traçaient une lignée technologique directement liée aux innovations du Lightning. La technologie des avions militaires transformait l'aviation civile. Les écoles d'ingénieurs du monde entier étudient la conception du Lightning comme un exemple de pensée innovante qui a résolu des problèmes techniques complexes grâce à des approches non conventionnelles. La configuration à double baume représentait une pensée nouvelle qui remettait en question les hypothèses traditionnelles en matière de conception d'aéronefs. Les étudiants apprennent que les percées technologiques résultent souvent de la remise en question des hypothèses de base, plutôt que d'amélioration progressive des conceptions existantes. L'analyse historique révèle que l'impact du Lightning sur la stratégie japonaise s'est étendu bien au-delà de l'aviation pour atteindre des évaluations fondamentales de la capacité industrielle américaine. Les planificateurs militaires japonais ont commencé à remettre en question les hypothèses concernant la détermination et les capacités américaines, qui avaient justifié la planification de la guerre. Les avions supérieurs sont devenus des symboles de la puissance nationale supérieure, qui ont sapé la confiance dans la victoire finale. Les recherches sur la prise de décision japonaise pendant la guerre suggèrent que la démission d'Horikoshi a influencé les discussions stratégiques de haut niveau sur les règlements de paix négociés. Si le meilleur ingénieur aéronautique du Japon pensait que la technologie américaine était insurmontable, peut-être que la victoire militaire était impossible, quels que soient les succès tactiques. La réalité technique primait sur l'idéologie politique dans les cercles de planification stratégique. L'histoire de l'avion Lightning démontre comment la supériorité technologique peut atteindre des objectifs stratégiques, qui dépassent la somme des avantages tactiques. Les avions supérieurs ont créé des effets en cascade, qui ont influencé le moral, la logistique, l'entraînement, la production et, finalement, la prise de décision stratégique.
La technologie devenait un multiplicateur de force qui transformait les capacités militaires au-delà de simples comparaisons de performance. Les preuves documentaires provenant des archives japonaises révèlent que l'avion Lightning a influencé le moral du front intérieur, car les populations civiles ont observé des chasseurs américains opérant au-dessus du territoire japonais en toute impunité apparente. La technologie supérieure devenait une guerre psychologique, qui sapait le soutien populaire à la poursuite de la résistance. Les performances de l'appareil se traduisaient par un impact politique. Les historiens militaires reconnaissent le rôle du Lightning dans l'établissement des principes de la guerre technologique, qui ont dominé la pensée militaire pendant toute la guerre froide. Une technologie supérieure pouvait compenser les désavantages numériques et offrir des avantages stratégiques, qui transcendaient les tactiques sur le champ de bataille. Le Lightning a établi la technologie comme le principal déterminant de la capacité militaire dans la guerre moderne. La conservation des avions Lightning dans les musées du monde entier garantit que les générations futures pourront étudier les innovations techniques qui ont contribué à gagner la Seconde Guerre mondiale. Ces avions représentent la capacité industrielle américaine à son apogée pendant la guerre et démontrent comment l'innovation technologique peut atteindre des objectifs stratégiques qui changent l'histoire du monde. Ils sont des monuments aux ingénieurs, aux ouvriers et aux pilotes qui ont construit et piloté la foudre, qui a frappé depuis le ciel américain. Chaque Lightning restauré nous rappelle que la liberté vole sur des ailes construites par des hommes libres. L'avion qui a forcé des ingénieurs brillants à démissionner de désespoir est devenu un symbole de la puissance industrielle démocratique qui a préservé la liberté pour les générations futures. Jiro Horikoshi a conçu de beaux avions, mais les ingénieurs américains ont construit des avions qui ont gagné la guerre et assuré la paix qui a suivi. La réalité mathématique de ce qui s'est passé ce jour de mars 1943 stupéfie encore les historiens militaires. L'Amérique produisait des avions de chasse avancés à des rythmes qui dépassaient la production totale d'avions japonais de tout type et de tous les fabricants. Les chaînes de montage de Detroit construisaient des P-38 Lightning plus vite que le Japon ne pouvait construire des avions d'entraînement. Rosie, la riveteuse, et des millions de personnes comme elle construisaient des merveilles technologiques qui ont amené les ingénieurs ennemis à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir de l'aviation. Votre grand-père a peut-être travaillé sur ces chaînes de montage du Michigan, installant des systèmes électriques ou rivetant des panneaux d'aluminium sur les fuselages des Lightning. Votre grand-mère a peut-être utilisé des machines de précision qui ont façonné les composants des ailes d'avion qui voleraient au-dessus de Tokyo même. L'Amérique construisait l'arsenal de la démocratie, un Lightning à la fois, et chaque avion portait les espoirs et la détermination d'un peuple libre qui refusait d'accepter la défaite. Quand Horikoshi a soumis sa démission, il ne faisait pas que quitter son emploi. Il reconnaissait que la puissance industrielle démocratique avait réalisé quelque chose, que les systèmes autoritaires ne pouvaient pas égaler. Des travailleurs libres construisant des avions libres pour des nations libres avaient créé une technologie qui a submergé les meilleurs esprits d'ingénierie des régimes totalitaires. La liberté elle-même volait à 666 km/h avec des moteurs Allison jumelés rugissant de défis à travers le ciel du Pacifique. Les escadrons de Lightning qui sont apparus au-dessus du territoire japonais transportaient plus que des bombes et des balles. Ils portèrent le message que la démocratie industrielle américaine pouvait surpasser en production, en innovation et en combat tout ennemi qui menaçait la liberté. Chaque mission du Lightning était une démonstration que les sociétés libres possédaient des avantages inhérents, que les dictatures ne pouvaient surmonter par la seule force. Ces jeunes pilotes américains, aux commandes de leur Lightning, au-dessus de territoires hostiles, ne se contentaient pas d'accomplir des missions militaires. Ils prouvaient que l'excellence technologique émanait de sociétés qui récompensaient l'innovation
encourageait l'initiative individuelle et canalisait l'énergie compétitive vers des objectifs communs. Chaque formation de Lightning était la démocratie en action, démontrant que des peuples libres pouvaient construire de meilleurs avions que des populations asservies, les familles qui attendaient. Autour des tables de cuisine, à travers toute l'Amérique, pendant que leurs fils effectuaient des missions Lightning, au-dessus du Pacifique, contribuaient à la victoire, par leur soutien, leur travail et leur croyance inébranlable, que la technologie américaine et le courage américain prévaudraient. Les tables de repas du dimanche, avec des chaises vides, représentaient un sacrifice qui alimentait le miracle industriel, qui construisait des Lightning. Par milliers, les archives historiques conservent des lettres de pilotes de Lightning décrivant leurs avions avec une affection et un respect qui frisaient l'amour. Ces jeunes Américains comprenaient que leur Lightning représentait les meilleurs efforts de peuples libres, construisant les meilleurs avions possibles. Ils volaient avec une confiance qui venait de savoir que l'ingénierie américaine, la fabrication américaine et la détermination américaine leur avaient fourni une supériorité technologique. L'histoire de la démission de Jiro Horikoshi nous rappelle que l'excellence technologique exige plus que des individus brillants. Elle exige des sociétés qui soutiennent l'innovation, récompensent la créativité et canalisent l'énergie compétitive vers des objectifs constructifs. Les avions Lightning, qui ont démoralisé les ingénieurs ennemis, étaient les produits de systèmes sociaux américains qui encourageaient les progrès technologiques. Les Américains modernes héritent de l'héritage de ces réalisations de guerre. Chaque fois que des avions commerciaux décollent des aéroports du monde entier, les moteurs à réaction, les cabines pressurisées, les systèmes de navigation avancés et les équipements de communication fiables retracent une lignée technologique jusqu'aux innovations inaugurées dans des avions comme le P-38 Lightning. Votre liberté de voyager à travers le monde en toute sécurité doit beaucoup aux ingénieurs qui ont construit des avions militaires, qui ont préservé la paix. Les pilotes militaires d'aujourd'hui pilotent des avions qui représentent des développements évolutifs à partir des innovations Lightning, les chasseurs avancés, les bombardiers stratégiques et les avions de soutien perpétuent les principes d'ingénierie établis lorsque la démocratie américaine a été confrontée à son plus grand défi technologique, la tradition de l'excellence de l'aviation américaine, qui a intimidé les ingénieurs ennemis, se poursuit dans les avions modernes, qui défendent la liberté dans le monde entier. Ce ne sont pas juste des statistiques provenant d'archives poussiéreuses ou des pièces de musée qui prennent la poussière derrière des cordes de velours. Ce sont des monuments à la génération qui a sauvé le monde. Grâce à l'excellence technologique, à la détermination industrielle et à un engagement indéfectible envers la liberté. Chaque avion Lightning préservé témoigne que des peuples libres, correctement organisés et adéquatement soutenus, peuvent accomplir des miracles technologiques qui stupéfient les ennemis et inspirent les alliés. Les principes d'ingénierie qui ont rendu les avions Lightning supérieurs aux conceptions japonaises continuent d'influencer le développement des avions aujourd'hui. La fiabilité des bimoteurs, les performances en haute altitude, la capacité à longue portée et l'électronique avancée représentent des thèmes technologiques qui ont commencé avec des avions comme le P-38. L'innovation ne s'arrête jamais, mais elle s'appuie sur les fondations posées par les générations précédentes, qui ont été confrontées à des défis apparemment impossibles. Si la préservation de ces histoires compte pour vous, si l'honneur de la mémoire de ceux qui ont servi et de ceux qui les ont soutenus résonne avec vos valeurs, la fonctionnalité Super Thanks de YouTube aide à maintenir les chaînes dédiées à l'exactitude historique
et aux souvenirs respectueux. Les anciens combattants méritent des portraits précis de leur service, et leurs familles méritent la préservation de leur héritage. Quel moment de cette histoire vous a rendu le plus fier de la réussite technologique américaine? Était-ce l'apprentissage, des taux de production qui dépassaient la capacité de l'ennemi, les innovations en ingénierie qui semblent avancer, même aujourd'hui, ou le courage humain qui a rendu la supériorité technologique significative? Laissez vos réflexions ci-dessous et partagez tout lien familial avec l'aviation de guerre. Ces histoires personnelles aident à préserver l'histoire, d'une manière que les statistiques seules ne peuvent accomplir.